Bosembo. Vous ne pouvez pas être un Mutu Bomoto s'il n'y a pas de Bosembo. La vérité, l'harmonie. Donc, être juste, c'est être équitable, c'est être en amour, être dans la beauté, être dans l'esthétique. Donc, Bosembo, c'est un modèle cosmique, c'est un modèle religieux, c'est un modèle social. Donc, ce qui Bosembo est habité, Mboka et côté de l'humanité. Et c'est ce qui est dit. D'abord sous-tendu métaphysiquement par cette vision de la justice. Et s'il n'y a pas de vision de la justice, vous êtes dans une coquille vide. Voilà pourquoi la question qui nous tient aujourd'hui est une question fondamentale. Et malheureusement, l'absence de cette Bosembo, de cette justice, nous met en face d'une société malade. Parce que nous avons un système juridique, je ne dis pas judiciaire, une architecture qui est une simple fabrique de lois, de décrets, des arrêtés, des règlements, mieux un tas de droits auxquels très peu de sens accordent crédit, parce qu'ils sont constamment, ouvertement foulés aux pieds. Et lorsqu'on foule le pied, on dit « Sokyo boy, lukamaki ». La banalisation de la justice. Et voilà pourquoi nous sommes dans une société anomique, tiraillée par une sorte de capitalisme dévoyé, prédateur, mandutratique, stomacal, d'un État totalement menacé de la désinclusion et d'explosion. Et l'administration de la justice devient l'outil de consécration de l'injustice, de l'impunité et de la corruption. Oui, tant que dans une nation, le judiciaire est intact, rien n'est compromis, disait Clandestone. Mais s'il perd son indépendance, tout est perdu. Et voilà pourquoi il faudra que nous puissions réfléchir sur la formation du magistrat. Parce que c'est lui le plus grand homme de la démocratie. Vous pouvez gagner aux élections, mais les juges, si vous dites que vous n'avez pas gagné, vous avez perdu. Si le ciel est bleu, mais les juges disent que le ciel est rouge, le ciel est devenu rouge. Parce que le juge est devenu même un constituant dérivé. C'est lui qui dit ce que le droit est. Alors voilà. Alors sur le plan normatif, est-ce que nous avons un problème de production normative? Je crois que notre pays a des textes, à commencer bien sûr par la Constitution, qui fixe au cœur de son architecture la question du rôle du juge. Des articles 149, sans compter l'article 1er qui dit déjà que la République démocratique du Congo est un état de droit. Alors, à 149, 150, on fait du juge les garants des libertés fondamentales. Donc, c'est lui le gardien des libertés. Cette constitution, de l'article 11 jusqu'à 69, parle de droits de l'homme. Et de 149 à 169, on voit que c'est tous les schémas de l'articulation de notre société reposent sur le juge. Et la production législative normative congolaise est assez fournie, que ce soit la loi portant organisation et fonctionnement de la justice, de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif, de la Cour constitutionnelle, des juridictions spécialisées, genre tribunal de commerce, tribunal de... Tout cela existe. Mais quel est le problème de notre droit?
Mais c'est un droit désincarné qui n'est pas intériorisé. Parce que le rendre un ministère divin. Et à partir du moment où ce ministère divin n'est pas compris, mais ça devient un problème de marchandisation de la justice, et bien tout est totalement désarticulé. Alors, donc les textes sont là, mais ce sont des textes qui ne sont pas intériorisés. Pourquoi ils ne sont pas intériorisés? Parce qu'il y a un problème au niveau anthropologique. Le droit, c'est un mystère. Le droit est sacré. Et pour entrer dans ces temples des grands prêtres que sont les juristes, il faut avoir l'onction. Cette onction, on l'obtient par le savoir, mais on l'obtient beaucoup plus par une dimension métaphysique. Donc, on ne vient pas à la magistrature comme on va vendre le macayabu. On vient à la magistrature pour faire un sacerdoce. Voilà pourquoi, lorsque on va à la faculté de droit, on apprend des techniques juridiques. Mais pour devenir magistrat, on va faire un concours à l'école nationale de l'art pour entrer à l'école nationale de la magistrature. Et c'est là où on va te donner le matériau pour consolider ton ministère public, ton service public, au service du public. Alors, vous allez passer par exemple en France 31 mois. Mais comment nos magistrats sont formés? Ils sortent de la faculté de droit. Nous en avons maintenant plus de 150. Je ne dis rien. Mais lorsqu'ils sont formés pendant 3 mois à l'UPC, passant les soirées dans ces... Mais comment peut-on lâcher ces jeunes gens-là dans ces conditions? On sait comment on forme. Je ne suis pas contre l'INAFORGE. Mais l'INAFORGE peut-il former le magistrat avec quels moyens qu'on le donne? Donc, tu as toujours été la tête et tu seras toujours la tête. Mesdames et messieurs, l'objectif général de ces journées est de contribuer à l'instauration effective de l'état de droit en République démocratique du Congo. Et le défi anthropologique et normatif dans la formation du juge congolais comme élément structurant de la crise de la justice. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons peut-être déceler dans l'articulation de la formation des matières techniques et en matière humaine, si ce n'est pas là où nous trouvons finalement les ferments de la déstructuration de notre système judiciaire. Mais avant d'aborder la question de la formation du magistrat, abordons d'abord quelle est notre hypothèse sur la question de la justice. Je voudrais rappeler que la justice se trouve au cœur de la centralité de notre société et de toute société. Notre devise n'est-elle pas justice, paix et travail? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de travail. Donc, le socle de notre architecture, de notre pilier, c'est donc la justice. Les problèmes de la corruption pour sensibiliser tous les participants aujourd'hui pour que nous puissions réaliser qu'il n'y a aucun développement avec la corruption. Il y a une corrélation directe entre la corruption et le sous-développement. La misère collective dans laquelle nous vivons tous est une conséquence de la corruption et des détournements des deniers publics. Il ne faut nullement s'attendre à un développement ou à une amélioration de notre vécu quotidien ou à un progrès social
tant que nous vivons dans un environnement où la corruption et le détournement des deniers publics prennent les ampleurs de plus en plus élevées. Mesdames et messieurs, si tout le monde s'accorde à dire que la justice est malade, Son Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille, a dit que le portefeuille de l'État est malade. Moi, je peux aussi emboîter les pas en vous disant que la gouvernance publique, la gouvernance financière publique dans notre pays est dans le coma. Je peux également vous dire que la mauvaise gouvernance publique a aggravé la maladie de notre justice. Vraiment. Si la gouvernance publique était bonne, si notre gouvernance publique était bonne, notre justice souffrirait peut-être de la malaria ou d'une grippe au lieu de cancer que nous décrions aujourd'hui. Donc, j'aimerais inviter considérer les détourneurs des fonds publics, les corrompus, comme étant des acteurs importants du sous-développement de notre pays. Et le chef de l'État, en 2019, a fait l'état des lieux lui-même. Il a déclaré ceci: s'il y a quelque chose que je ne soupçonnais pas avant d'arriver au pouvoir, c'est l'ampleur de la corruption dans notre pays. Donc, le chef de l'État s'est rendu compte en 2019 que l'ampleur de la corruption dans notre société était tellement élevée qu'il était totalement exclu d'arriver à un développement ou à l'amélioration des bien-être sans déclencher une véritable lutte contre ces phénomènes. Alors, vous parlez de l'état de lieu de la corruption dans notre environnement. J'ai pensé le faire d'une manière évolutive, en partant de 2020 pour arriver à 2023 et en vous donnant des indicateurs quantitatifs précis qui démontrent la corruption et le détournement des deniers publics. Et par la suite, je vais vous donner les facteurs qui ont contribué à cette évolution et par la suite, enfin, nous allons proposer des pistes de solutions. En ce qui concerne l'évolution des indices de corruption ou l'état de la corruption dans notre pays, nous avions sélectionné 7 indices, dont 6 indices quantitatifs et un indice relatif. Relatif, c'est-à-dire, nous n'avons pas de chiffres, mais c'est en fait les appréciations des acteurs. C'est l'indice de perception de la corruption. Cet indice, il est international, il est publié par un organisme international, Transparency International. En 2020, la République démocratique du Congo était classée 172e sur 180 pays cotés. À titre d'information, sur les 180 pays, les 20 premiers sont dans la zone verte. Des 21 à 100, c'est la zone bleue. De 101 à 150, c'est la zone orange. Et de 150 à 100, que ce soit un accompagnement beaucoup plus accru aujourd'hui. L'élément suivant, c'est